Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, le grand mal-être du monde paysan. Alors que le salon de l'agriculture ouvre ses portes dans quelques jours, la profession est toujours en profonde souffrance, faiblesse des revenus, faiblesse des retraites, crise des vocations, sans compter les coupes budgétaires à venir dans la politique agricole commune. Des négociations serrées sont d'ailleurs en cours ce soir à Bruxelles. Agriculteurs, comment sortir de l'impasse ? On en parle ce soir dans notre grand débat. Rien ne va plus à l'Assemblée sur les retraites. Les débats s'enlisent dans d'obscures batailles de procédures. Les esprits s'échauffent aussi avec cette menace du 49-3 qui devient plus forte que jamais. Retour en images sur les temps forts de cette tragicomédie dans l'hémicycle avec en plateau l'éclairage du constitutionnaliste Dominique Rousseau. Enfin, notre grand témoin ce soir est une femme engagée. Elle est économiste, géographe aussi, écrivain. Elle a travaillé pendant plus de 15 ans dans l'humanitaire. Elle publie aujourd'hui un manifeste contre l'agribashing. Sylvie Brunel est avec nous ce soir. Voilà pour le programme. Sans oublier bien sûr notre nouvelle chronique. Qui veut prendre sa place sur la campagne américaine, signée François Durper. Ça y est, vous savez tout, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Sylvie Brunel, bonsoir. Ouais. Merci d'être notre grand témoin. Vous avez un parcours pour le moins éclectique. Vous êtes géographe, professeur des universités, 15 ans dans l'humanitaire, je le disais, Médecins sans frontières, Action contre la faim. Vous élevez des chevaux dans la Drôme? Ils ont été malheureusement empoisonnés, mais bon. Ah bon, oh là, c'est triste. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'Afrique, la famine, le développement, et vous publiez ce livre, ce petit livre vert, Pourquoi les paysans vont sauver le monde. C'est chez Buchet-Chastel. Vous les voyez comme ça, les paysans, comme des sauveurs, comme des héros. Et pourtant, ils souffrent. On va en parler ce soir, notamment avec vous, Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député La République En Marche de la Creuse. Oui. Vous aussi, vous élevez des bovins, cette fois-ci, dans ce même département. Marc Le Fur, bienvenue. Vous êtes député Les Républicains des Côtes-d'Armor. Et Rodolphe Marconi, bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous signez un portrait documentaire qui sort en salle mercredi prochain. Vous êtes réalisateur. Le titre de ce documentaire, Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. On en verra un extrait. Merci à tous les quatre, pardonnez-moi, de participer à ce Ça vous regarde en direct. Vous connaissez la formule. Celui qui nous plante le décor avec son ton et son regard pour commencer cette émission, c'est Stéphane Blakowski. Son billet tout de suite, si j'ai bien compris. Bonsoir Stéphane, installez-vous. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, les agriculteurs se sentent mal aimés, à tel point qu'on a même dû forger un nouveau mot pour tenter de décrire cette hostilité dont ils se sentent victimes. On appelle ça l'agribashing. Bon, en même temps, c'est normal, compréhensible. Il y a 3/4 des Français qui vivent aujourd'hui en ville. Donc finalement, la campagne, ils la connaissent surtout par ce qu'en dit la télé, en vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la télévision? Alors, la télé, qu'est-ce qu'elle dit? La télé fait son métier. Elle nous alerte, elle nous dit attention, on utilise des pesticides. Et du coup, elle risque de faire passer les agriculteurs pour des empoisonneurs. Puis elle dénonce aussi les conditions dans certains élevages, au risque, évidemment, que certains éleveurs passent pour des monstres insensibles. Résultat, les agriculteurs qui sont déjà minoritaires dans ce pays, 2%, là, ils se sentent mis carrément au banc de la société. Alors, évidemment, comme Jean-Baptiste Moreau, qui est avec nous avant d'être député, a été agriculteur, il l'est toujours encore. Toujours. On a envie de leur monter le moral. Ah, Jean-Baptiste, ça va aller. On vous aime, les agriculteurs. Vous le savez bien, tous les sondages le disent. 85% de bonnes opinions pour les agriculteurs de la part des Français. 74% des Français qui vous font confiance. Je vous signale que les journalistes ne peuvent pas en dire autant. Nous, 40% de confiance sur ce que les journalistes disent à la télé. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous voulez un grand discours d'amour? Pas de problème. Le président Macron sait faire des déclarations d'amour. Alors, celle de 2020, il bat l'affaire au salon, mais il avait déjà fait une l'an dernier, donc on écoute celle-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus sensible à la maltraitance animale qu'un éleveur. Parce qu'il vit avec ses bêtes. Parce que celui qui se réveille la nuit quand il y a un veulage, celui qui se lève avec l'anxiété quand la maladie arrive, c'est l'éleveur. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi anxieux pour le changement climatique, le réchauffement, qu'un agriculteur, parce que celui qui en vit les conséquences,
chaque semaine, chaque mois, qui tremble devant la sécheresse, qui vit les conséquences de l'inondation, c'est l'agriculteur. Effectivement, il met du cœur, hein. C'est une déclaration d'amour. Ben justement, Myriam, je vais vous dire, c'est ça le problème. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'amour, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, ce sont les preuves d'amour. Et donc là, forcément, le ministre, lui, il aimerait bien donner des preuves d'amour à ses agriculteurs. Donc, il leur a fait un petit cadeau, un observatoire de l'agribashing, c'est-à-dire pour recenser en réalité les actes malveillants contre les agriculteurs. Créer un observatoire, c'est ça, une preuve d'amour? Ben oui, je sais pas, vous imaginez, vous auriez reçu un observatoire pour la Saint-Valentin, vous seriez contente, hein, un cahier dans lequel noter tout ce qui ne va pas? Non, franchement, non, on a besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'amour, évidemment, les agriculteurs, mais ils ont surtout besoin d'argent. Alors vous me direz, bah oui, on en est tous là. Sauf que dans le cas des agriculteurs, il y a des études, une qui est publiée en 2016 notamment, qui dit qu'il y a un tiers des agriculteurs qui touchent moins de 350 € par mois. Donc le chiffre est contesté. Bon, alors mettons que ça soit même le double. Mettons qu'un tiers des agriculteurs touchent 700 € par mois. Vous trouvez que c'est suffisant? Non. Bon, alors voilà, le ministre, lui, donc, il se bat pour défendre l'image des agriculteurs, mais quand il s'agit de défendre les revenus des agriculteurs, bah là, il est un petit peu impuissant. Il y a pourtant une loi qui a été votée en 2018, qui s'appelle Egalim, donc qui est censée un peu équilibrer les rapports entre producteurs, enfin agriculteurs et grandes surfaces. J'étais rapporteur, donc... je vois bien déjà que rien que de prononcer le nom, ça crispe un peu, mais je vais vous dire que le ministre a été honnête, puisque lui-même, il a reconnu que les effets de la loi se faisaient encore attendre. C'était au Sénat, novembre 2019. La grande difficulté qu'il y a pour l'agriculture, c'est que les agriculteurs sont la seule profession en France qui ne fixe pas leur prix. La seule profession qui vend en dessous de ce que ça leur coûte. Et c'est inacceptable. Depuis 15 ans, tout gouvernement confondu, la France n'a pas réussi à donner un revenu décent à ses agriculteurs. Et c'est là le drame. Bon, tous les agriculteurs ne vivent pas dans la misère quand même. Il y a des grands exploitants agricoles dans ce pays qui gagnent bien leur vie, non? Agriculteurs et agriculteurs. Alors, celui qu'on aime bien, le petit producteur de fromage bio dans les Pyrénées avec ses 150 moutons, celui-là on l'adore. Et puis il y a les autres, les grands exploitants agricoles qui, eux, font triompher la France à l'international, qui contribuent au succès de notre commerce extérieur et dont on se méfie énormément. D'ailleurs, il y a un buzz là, qui tourne en ce moment, qui a été lancé par Mediapart sur les salaires de certains cadres de la FNSEA qui touchent, pour certains, plus de 10 000 € bruts par mois. Donc la FNSEA, Christine Lambert, a dû se défendre ce matin. Nous assumons la politique salariale de nos dirigeants. Nous avons besoin d'experts de haut niveau. Nous sommes à Paris et nous avons donc besoin de cadres de haut niveau. Alors oui, il n'y a pas exactement, Christine Lambert, le profil de l'agriculteur qu'on mettrait dans une pub pour vanter un camembert, par exemple. C'est aussi ça, c'est un métier, c'est une industrie, enfin, pas une industrie, mais une grosse activité économique. Donc, on a fait le buzz autour de ça avec Mediapart. Il y a un autre article qu'on a moins commenté, qui est dans La Croix aujourd'hui, une étude en Saône-et-Loire, donc je pense que ça vaut pour toute la France, qui dit que 77% des agriculteurs travaillent plus de 50 heures par semaine et qu'ils ont 2 fois plus de chances de faire un burn-out que n'importe quel chef d'entreprise qui est déjà très exposé au phénomène. Donc oui, ils ont besoin d'amour, si possible en espèces sonnantes et trébuchantes. Merci Stéphane, excellent billet. Jean-Baptiste, ça va aller, on va s'en sortir. On va partir peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le papier de Stéphane avec vous, Sylvie Brunet, sur cet agribashing. Il vous enrage cet agribashing dans votre livre. La première phrase, c'est celle-ci. Réalisons-nous tout ce que nous devons à nos paysans. Nous les maltraitons, nous les ignorons, nous les méprisons, pourtant ils nous nourrissent. Il y a une forme d'ingratitude dans la société vis-à-vis du monde agricole? D'ingratitude et d'amnésie. D'ingratitude parce que si notre France est belle, si notre France est forte, si notre France exporte et qu'elle est vécue comme un pays nourricier pour les classes moyennes émergentes du monde, c'est grâce à cette agriculture française, familiale, diversifiée, avec à la fois des productions végétales et des productions animales. Un pays qui est beau grâce à ces campagnes. Et puis, le deuxième problème, c'est que nous avons, au sujet de nos agriculteurs, des idées reçues qui datent souvent d'une vision passée, d'une vision très nostalgique, alors qu'aujourd'hui, être agriculteur, c'est être un chef d'entreprise, c'est devoir, et vous l'avez dit, c'est devoir arbitrer avec des normes de plus en plus nombreuses, des contraintes. Des normes environnementales, des normes sanitaires. Des normes sanitaires. Ça, c'est, écoutez, ils nous protègent de maux dont nous avons oublié l'existence. Et ce que je dis dans ce livre, c'est attention au retour des pénuries et des contaminations.
l'agriculture, la question alimentaire est en train de devenir stratégique à l'échelle mondiale. Un enjeu de santé publique, un enjeu aussi d'environnement. Oui, mais un enjeu stratégique aussi sur le plan nourricier. La demande alimentaire s'accroît de 15% tous les 10 ans. Donc vous dites en fait, c'est un peu la thèse... L'autonomie alimentaire en France, oui, pour l'instant. On aurait dû, mais on importe de plus en plus parce on grève nos agriculteurs. On passe des accords redoutables. Voilà, on grève nos agriculteurs de tout un ensemble de contraintes de plus en plus lourdes, mais on importe au nom des prix plus intéressants en provenance de pays qui s'autorisent des choses que nous n'autorisons pas à nos agriculteurs en matière de molécules, en matière de génie génétique, en matière de pratiques que nous ne voulons pas. Les Côtes-d'Armor, par exemple, c'est un département exemplaire, c'est un département dont l'agriculture est extrêmement performante. Les Bretons, ils ont inventé Brittany Ferry pour nourrir la Grande-Bretagne. Les Bretons, c'était des gens qui étaient pauvres, c'était des gens... C'est au présent. Et pourtant, nous, là, quand vous me dites ça, j'ai en tête les algues vertes, le problème... Eh bien, les algues vertes, on les impute toujours aux paysans, alors que vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Ils servent de bouc émissaire. Vous savez que si la Bretagne, par exemple, passait en circuit court, Paris meurt de faim. Ah. Paris se nourrit pas avec les Côtes-d'Armor, qui est un très beau département, je le rappelle. Vous nous dites qu'en fait, il y a une forme d'injustice. Et de méconnaissance et d'ingratitude et d'amnésie. Et vous dites en même temps que c'est l'une des thèses de votre livre, marcher pour le climat, c'est d'abord marcher pour l'agriculture. Expliquez-nous ça. Je vais vous expliquer. C'est un peu contre-intuitif. Non, mais pas du tout. Les agriculteurs, ils occupent quasiment 2/3 du territoire français, c'est-à-dire qu'ils pilotent les paysages. Selon la conduite d'une exploitation, vous allez capter énormément de dioxyde de carbone. Vous allez préserver vos sols. Un champ de maïs, un verger, une vigne, ça va capter plus de CO2 qu'une forêt livrée à elle-même. Je ne parle pas des forêts jeunes et bien entretenues. Chaque fois qu'un paysan lâche l'affaire, c'est la friche, c'est l'embroussaillement. Les paysans, ce sont les artisans d'une biodiversité qui est d'autant plus importante qu'elle est nourricière. Et nous avons besoin, d'abord et avant tout, de nous nourrir. Donc les Côtes-d'Armor, donc la Creuse, deux paysages totalement différents, mais où l'agriculture joue un rôle absolument essentiel. Bon, on reste dans la déclaration d'amour. Pourtant, il y a un paradoxe. Les Français les aiment, les agriculteurs. On le voit depuis des années. Les enquêtes ne se démentent pas. On va encore le prouver dans l'agriculture. Et en même temps, voilà, il y a quand même des insultes, parfois même des agressions physiques. Il y a quand même de plus en plus cette idée qu'ils nous empoisonnent aussi. Mais il y a un manque de connexion. Avant, ne serait-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, tout le monde avait un oncle, une tante, un cousin, un agriculteur. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Avec la diminution du nombre d'agriculteurs, même dans des départements très ruraux comme le mien, comme à Guéret dans la Creuse, là où je me suis fait le plus attaquer depuis le début du quinquennat, c'est parce que j'ai refusé d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. Et par des gens sur le marché de Guéret, parce qu'il y a une déconnexion complète entre le monde agricole et pas que le monde urbain et le reste du monde, je dirais. Aujourd'hui, effectivement, on a bâti une image du monde agricole qui n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi les agriculteurs ont produit toujours plus à la fin des années sorties de la guerre? Parce qu'il fallait produire pour nourrir la population. Donc ils se sont adaptés à ce que la société leur demandait. Aujourd'hui, la société, elle demande sans doute, apparemment, autre chose. Mais le pas de temps de l'agriculture, c'est pas le pas de temps des médias. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à cette nouvelle demande du consommateur. Elle a déjà commencé. Sur l'utilisation des produits phytosanitaire, elle a déjà beaucoup diminué. Il y a des enregistrements de pratiques, il y a des choses. Il faut l'accompagner et il faut surtout des pas de temps qui sont compatibles avec ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. On va venir dans un instant sur le quotidien concret d'un agriculteur, celui que vous avez rencontré, ce Cyril, dans un instant. Mais voilà, nouveau salon de l'agriculture demain, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est pas compliqué, c'est toujours la faiblesse extrême des revenus, c'est toujours la faiblesse extrême des retraites et cette crise des vocations. D'ici 3 à 5 ans, 30% des exploitations agricoles pourraient mettre la clé sous la porte sans repreneurs. 50% des exploitations européennes vont être soumises à succession, c'est-à-dire les chefs d'exploitation qui prennent leur retraite d'ici 5 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On peut se permettre ça en France? Qu'est-ce qui va se passer? La France va se désertifier? C'est que l'emploi, ce n'est pas simplement l'agriculture, c'est tout ce qui va avec. Dans un département comme le mien, et je vous remercie d'en avoir fait l'éloge, c'est pour un emploi agricole, il y a 8 emplois. Dans le monde de la transformation, dans le monde...
plus on est tourné en particulier vers l'élevage, plus la transformation et donc l'emploi est conséquent. Mais comment on donne envie dans un métier aussi difficile? Comment on donne envie? Moi, je suis convaincu que des tas de jeunes peuvent être attirés par l'agriculture. La meilleure preuve, c'est qu'on a de plus en plus de non-agricoles qui s'installent. Chacun a ses problèmes, chacun a des vies. Les agriculteurs, parfois eux-mêmes, se plaignent et sont surpris que leurs enfants ne leur succèdent pas. À un moment donné, il faut se poser aussi des questions dans le monde agricole. Le monde agricole permet de se réaliser, de faire des choses. Ce qui est très intéressant aussi de constater, c'est que pour une installation, la plupart vont au bout de leur carrière. C'est pas du tout ce qui se passe dans le monde du commerce où les choses s'arrêtent au bout de 3-4 ans. Ça veut dire qu'il y a des choses positives. Le vrai sujet, c'est que notre société doit savoir ce qu'elle veut de son agriculture. Est-ce qu'on abandonne l'alimentation, cette arme gigantesque, aux Américains, aux Russes, aux Australiens, aux Sud-Américains? C'est ça le sujet. Si on ne l'abandonne pas, si l'Europe veut une politique, elle change de nature, elle change. L'agriculteur idéal pour un certain nombre de nos compatriotes urbains, c'est un petit agriculteur pauvre qui vit plus ou moins dans la misère et qui vend au marché du coin. C'est pas ça l'agriculture. Ou c'est ça, peut-être statistiquement, et si ça existe, c'est très bien. C'est aussi autre chose. Plus de la moitié de nos céréales sont exportées. Chez moi, dans le département où je vis, la plupart des porcs que nous produisons sont transformés sur place, mais sont consommés dans la France entière, dans l'Europe entière. Bon, là, vous nous parlez de l'économie de l'agriculture française, ouverte sur le monde. Mais ça reste une vie de labeur, et là, je me tourne vers vous, Rodolphe Marconi. C'est pour ça qu'il faut cesser d'attaquer des gens qui travaillent, qui sont respectueux des règles, qui sont honnêtes, qui essaient de progresser, dont la vie a été une vie de transformation. On dit que la société doit se transformer. S'il y a une population, s'il y a une profession qui a accepté cette évolution, les évolutions diverses et variées, c'est le monde agricole. Donc arrêtons de les attaquer. L'un des sujets majeurs, et ça dépend de nous, mon cher Jean-Baptiste, ça dépend du législateur, c'est de donner des signes pour lutter contre l'agribashing. Non, puis l'autosuffisance alimentaire, c'était pas un problème dans les années 80-90, ça peut le redevenir demain ou après-demain avec la diminution du nombre d'agriculteurs. Vous partez tout de suite sur les grands enjeux. J'entends, mais moi je voudrais qu'on entende Rodolphe Marconi parce qu'il a suivi pendant 4 mois, c'est ça, jour et nuit, un homme qui s'appelle Cyril. On le voit très bien dans le film, franchement, c'est un métier qui ne donne pas envie. Travailler 7 jours sur 7, 70 heures par semaine, sans vacances. Vous n'avez finalement pas de vie. Vous allez nous raconter pourquoi vous avez voulu tourner cette vie-là, comment vous avez rencontré Cyril, mais d'abord, un extrait de la bande-annonce, tout de suite. Voilà, Cyril, du lait, du beurre, des dettes, ça sort mercredi prochain en salle. Comment ça s'est passé, cette rencontre et l'envie de filmer ce jeune agriculteur? Improbable. Je suis sur une plage, je vais me baigner tous les jours. Depuis 4 jours, je vois un garçon qui a les pieds dans l'eau, qui regarde la mer toute la journée, qui se baigne pas. Et un matin, je sors de l'eau, il est à 2 mètres de moi. Donc je lui dis, mais comme ça, ni bonjour, ni rien. Je lui dis, mais tu devrais y aller, elle est pas froide. Et il me dit, je sais pas nager. Du coup, je dis, ah bon, t'es en vacances, etc. Et là, je comprends que c'est la première fois de sa vie qu'il part en vacances, en fait, qu'il avait jamais vu la mer, et qu'il est agriculteur laitier en Auvergne. Alors, je suis un peu, je vais dire, contrairement à vous, l'agriculture, c'est aussi ça. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça parfois. Et là, je prends son téléphone, et 6 mois après, je l'appelle. Je lui dis, est-ce que je peux venir te filmer? Et je mets les pieds dans un endroit que je n'imaginais pas. Enfin, je n'avais aucune idée de ce que j'allais voir. Une ferme, vous n'avez pas une expérience? Si, parce que j'ai 2 amis agriculteurs en Charente-Maritime. Mais quelle vie vous découvrez au quotidien? Lever 6 heures du matin, c'est coucher aussi minuit? ça, parce qu'il y a encore aussi de petites exploitations qui sont perdues, un peu, qui sont reculées. Il est à 40 minutes de Thiers, mais vraiment dans l'Auvergne profonde. Et c'est pas non plus une métropole gigantesque. Et déjà Thiers n'est pas, voilà. Et c'est quelqu'un qui a, en fait, pour prendre la succession plus ou moins de sa maman. Sa maman avait des étables, enfin une petite ferme, quoi. Lui, il a dû évidemment construire un bâtiment. Enfin, c'est un peu le truc classique, c'est-à-dire emprunt, bâtiment, tout roule jusqu'au moment où il y a 2 étés de sécheresse l'un après l'autre. Et là, évidemment, qui dit la spirale de la dette. Pas d'herbe, pas de lait, pas d'argent, donc pas de foin l'hiver non plus, et on peut pas acheter des crédits à la banque. Voilà. Et ensuite 8 vaches qui meurent, et là. Ce qui frappe aussi dans le film, c'est son extrême solitude.
C'est le mot principal. C'est un sujet, ça. C'est le mot principal parce que, enfin, moi, le suicide des agriculteurs, enfin, je sais que c'est une réalité. C'est quand même la profession où il y a le plus grand nombre de suicides par jour. Et il repose bien sûr sur des détresses économiques, sur des problèmes économiques, mais pas seulement. Moi, les derniers qu'il y a eu en Creuse, hélas, reposent sur des exploitations qui économiquement tenaient encore la route, mais qui psychologiquement, des gens qui ont craqué, quoi. Parce que effectivement, ils n'ont pas de vie, parce qu'effectivement, ils peuvent pas partir en vacances, parce qu'ils ont assez peu de week-ends. Alors après, voilà, c'est pas non plus la totalité, mais effectivement, la course à l'agrandissement a fait que aujourd'hui, il y a de moins en moins de main-d'œuvre sur les exploitations, il y a de plus en plus de boulot. Et au bout d'un moment, si les gens n'arrive pas à employer de la main-d'œuvre ou alors à s'associer, ils se retrouvent tout seuls. Et dans le cas de Cyril, c'est important que vous disiez ça, parce que je pense aussi que, je parlais du contexte tout à l'heure, parce que c'est un contexte particulier. Il y a des agriculteurs qui le soir rentrent, ont leur femme, ont un bisou, un câlin, un repas, peuvent parler, échanger, partager, les emmerdes aussi. Quand vous vous prenez tout seul, c'est encore plus difficile. Comment il en parle de cette vie-là, cette vie de sacrifice? Est-ce qu'il y a quand même une place pour la passion? Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui fait qu'on continue quand on vit ça? En fait, au début du film, j'adore quand il raconte quand il était petit qu'avant l'école, il allait traire les vaches et après l'école, il allait traire... C'était sa vie quand même, c'est une vraie passion pour lui. Et je crois que le plus difficile, c'était pas d'accepter l'échec, mais c'était de se dire que sa passion, il n'a pas pu aller au bout. En fait, voilà, il n'a pas pu, ça n'a pas marché, quoi. Cette crise des vocations, comment on fait? C'est vrai que c'est ça, c'est un sujet quand même. Passionné, et même si aujourd'hui l'élevage économiquement marche mal, tous les lycées agricoles, les filières d'élevage sont quasiment pleines dans quasiment tous les lycées agricoles. C'est ça qui est surprenant. Et autant dans d'autres filières, c'est pas le cas, autant dans les filières d'élevage, parce que effectivement l'attachement à ces animaux et l'attachement aux vaches, quand on les a connus depuis tout petit, comme ça peut être mon cas. Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur, j'ai travaillé, mais j'ai quand même fini par revenir par passion, pas par intérêt, par appétit du gain, quoi, parce que je sais très bien que je gagnais certainement beaucoup plus quand j'étais salarié que quand je suis agriculteur. Mais c'est une vraie passion, c'est quelque chose qu'on a dans les tripes et qui prend aux tripes. Il y a la passion et puis il y a aussi les moyens pour vivre. C'est une question. Quand on regarde les chiffres, c'est effrayant. 21% des agriculteurs travaillent 70 heures par semaine. 34%, moins 34%, c'est la baisse du nombre d'agriculteurs installés entre 1996 et 2017. Un tiers des exploitants, on l'a dit, ont plus de 55 ans. Donc c'est vraiment une profession vieillissante. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelques outils. Il y a eu cette loi sur les revenus, le partage de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils gagnent mieux leur vie? La loi n'a pas marché. Les choses sont bien claires. Pas partout. Faut plus y revenir. Par contre, ce qui compte, c'est la faute aux distributeurs, juste pour comprendre, elle ne marche pas parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'est plus compliqué que ça. L'un des sujets, c'est que quand on vit, c'est vrai, de manière isolée, c'est un des sujets de l'agriculture, la solitude. Le regard que les autres portent sur vous-même ou sur votre profession compte beaucoup. Et c'est vrai que ce regard était très positif. Je crois qu'il le reste au tréfonds de l'opinion, mais il y a toute une cabale qui est entretenue contre le monde agricole. Alors, ce sont des gens qui travaillent, etc. Et au-delà de la cabale... Notamment dans les médias mainstream. Un peu quand même. Et puis, l'autre élément, c'est qu'on est dans une attitude, nos compatriotes, une attitude un peu surprenante. Tout le monde a une opinion sur la composition de l'équipe de France de foot. Puis maintenant, tout le monde a une opinion sur ce qu'on doit faire dans les champs. On n'est pas du métier, on ne sait pas, on n'a pas les tenants et les aboutissants, on passe, on voit, et on a une opinion. Mais que la question de l'alimentation, de la nourriture, devienne un enjeu de chacun d'entre nous, c'est plutôt positif. Non, mais attendez, moi je dis que c'est un métier, c'est une technique, ce sont des compétences qui sont liées au monde agricole, mais qui sont liées aussi à tout un environnement autour du monde agricole. On n'a jamais eu aussi peu d'intoxication alimentaire qu'aujourd'hui. J'assiste à des réunions en préfecture qui se veulent des réunions officielles, où les retraités des postes ont plus de choses à dire sur l'agriculture que les agriculteurs. Alors ça, c'est quand on lui vaporise du glyphosate. Ça, c'est l'évolution de la société. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'à la fin, je considère quand même que le professionnel, dont c'est le métier et dont c'est le revenu, c'est pas un intérêt momentané, c'est sa vie, c'est son patrimoine, c'est ce qu'il veut transmettre à ses enfants. Il a quand même quelque chose à dire et on doit respecter sa parole. N'empêche que dans le film de Rodolphe Marconi, c'est des dettes qui créent et pas des revenus. Alors qu'est-ce qu'on fait pour qu'enfin les agriculteurs dans ce pays puissent gagner dignement leur vie?
Alors d'abord, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a plein d'agricultures différentes en France et que ce jeune homme qui souffre dans un endroit isolé, par exemple, le bio, le passage au bio, ça peut lui permettre de valoriser un tout petit cheptel, mais sauf qu'il n'est pas en périurbain. Donc il faut qu'il trouve des filières. C'est difficile. C'est pour ça que le bio peut permettre de valoriser des milieux difficiles parce qu'on va vendre beaucoup plus cher. C'est pas possible pour tout le monde. Pour l'instant, ça reste. C'est d'ailleurs une reconversion qui prépare. Non, c'est la première. Excuse-moi. Non, mieux vous répondre. Oui. Non, c'est la première chose naïvement, puisque moi j'ai fait le film parce que je l'ai rencontré, donc je connaissais pas l'agriculture. C'est la première chose que je lui ai dit. Je dis mais pourquoi tu passes pas en bio? Mais oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il m'a dit que passer en bio, ça voulait dire beaucoup de frais, quoi. Mais voilà, alors c'est ça. Alors c'est là que je voudrais accompagner les agriculteurs. Alors tout à fait, parce que les gens s'illusionnent aujourd'hui. Nous les urbains, on pense que le bio va résoudre tous les problèmes. En réalité, en bio, c'est compliqué. On produit peu. Il faut vendre beaucoup plus cher, on a des contraintes aussi, et donc l'idée qu'en généralisant le bio, on va résoudre le problème de l'agriculture, c'est une fausse bonne idée. D'abord parce qu'on a besoin d'une agriculture compétitive, on a besoin d'une agriculture qui puisse exporter. À nos portes, on a des zones structurellement déficitaires. Les Côtes d'Armor, la Grande-Bretagne, c'est un pays qui a besoin d'importer de la nourriture. D'ailleurs, on est très inquiet sur le Brexit. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est revenir sur l'idée de cette vision un peu misérabiliste de cette profession. Parce que j'étais récemment en Bourgogne-Franche-Comté où les agriculteurs, les jeunes agriculteurs ont créé le mouvement de l'agri-loving. Ils ont dit, mais nous, on veut plus. Nous, on est fiers, on est heureux d'être agriculteurs, on maîtrise des techniques, ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision, c'est-à-dire de la cartographie satellitaire, des robots. Donc, il y a dans l'agriculture ce qu'on appelle les agiculteurs, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment résolument engagés dans la troisième révolution. Il y a une transformation du métier. Agritweetos aussi qui participe à la communication positive. Mais ça ne remplacera jamais le bon sens paysan. C'est-à-dire que ces gens, la machine ne va jamais, on a besoin d'agriculteurs dans les campagnes. J'entends bien, mais alors attendez, le bio, si ça suffit pas pour... Je voudrais parler des installations. Dans les installations, vous avez des femmes, vous avez des gens qui sont ce qu'on appelle hors cadre, c'est-à-dire qui viennent pas de l'agriculture et qui ont envie d'être agriculteurs. Vous avez des gens qui reprennent aussi, bien sûr, la tradition. Là, vous décrivez un monde en mutation, avec un avenir possible. Un monde qui ne cesse de se réinventer. Ma question, c'est tout simple. On comprend que le bio, c'est compliqué, ça coûte cher, il faut accompagner, il faut des sous. Vous les mettez, ce gouvernement les met. Oui, comment on fait ça c'est les négociations de la politique agricole commune, elles sont en cours. Il y a 2 jours cruciaux. Là, en ce moment, le président de la République est au Conseil de l'Europe. Il va négocier le budget global de l'Europe qui va impacter le budget de la PAC et il faut qu'il soit constant. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que l'agriculture retrouve une des principale vertu qui a fait sa force pendant des centaines d'années, à savoir la solidarité. Aujourd'hui, on a en face des agriculteurs des gros groupes industriels en agroalimentaire, que ce soit en lait, en viande, et 4 centrales d'achat. Mais les deux, on a les deux. Si on n'arrive pas à s'organiser au niveau de la profession, en organisation de producteurs, en association d'organisation de producteurs, ça a été partiellement fait en production laitière. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, le monde agricole n'arrive pas à s'organiser face à des distributeurs ou des centrales d'achat qui, eux, sont plus solidaires. Parce que les agriculteurs, on leur a demandé... Ils n'arrivent pas à défendre des intérêts communs. Les agriculteurs, on leur a demandé de plus produire. Donc pour plus produire, il a fallu qu'ils diminuent les charges, il a fallu qu'ils s'agrandissent, qu'ils agrandissent les exploitations. Et ça s'est fait au détriment du nombre d'agriculteurs qui a diminué dans les villages. Où aujourd'hui, moi, dans mon village, il y avait 7 agriculteurs, il n'y en a plus que 2. On n'est plus que 2 agriculteurs aujourd'hui dans le village. Et le problème, c'est que cet agrandissement s'est fait au détriment de la solidarité. Est-ce qu'on peut se permettre des agrandissements d'exploitation, moins d'agriculteurs dans le pays? Est-ce que c'est quelque chose qui est supportable? Parce que au-delà de 100 vélages par unité de main-d'œuvre, c'est-à-dire par agriculteur, c'est plus possible. Dans l'élevage, autant dans les grandes cultures, on peut encore, avec l'outillage et la mécanisation, agrandir les surfaces. Dans l'élevage, quand vous avez plus de 100 vélages par tête de pipe, vous ne pouvez plus vous agrandir parce que vous avez des résultats techniques qui décroissent. Un vélage, il faut quasiment tout le temps être là, au moins à surveiller si c'est pas pour intervenir. Donc retour à des exploitations de taille un peu plus modeste. Non, c'est pas petite. Oui, de retrouver des compétences technico-économiques qui sont cohérentes avec des exploitations, qu'on retrouve certaines bases de l'agronomie qu'on a oubliées au détriment, on va dire, de la production à outrance, et surtout qu'on retrouve la solidarité du monde paysan qui fait qu'on essaye d'aider le voisin et pas, on n'attend pas juste qu'il coule pour lui racheter son exploitation. Voilà, Marc Le Fur, vos solutions? Les agriculteurs ont une capacité pour s'organiser. Ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré dans les années 60-70. Ils l'ont moins démontré. Chez moi, le Sérafel, c'est un mot un peu technique, mais c'est des gens extrêmement pointus dans le domaine du légume, du fruit qui exportent, Britannique Ferry, etc. Donc,
Ils ont besoin de personne pour s'organiser. Nous, notre travail en tant que législateur, c'est de les accompagner. Oui. C'est pas de les organiser. Et c'est ça, Egalim, c'était une boîte à outils. Ce serait d'éviter les concentrations dans la grande distribution. Oui, mais elles sont déjà là. Ce serait d'éviter l'effet Amazon, qui est une vraie menace. Elles sont déjà là. Pour la distribution. Il aurait fallu les empêcher, mais elles sont déjà là. D'accord. On ne va pas dissoudre une entreprise demain, vous le savez bien. Les lois anti-cartel, ça existe. Hein. Donc ça c'est un rôle du législateur. Il faut également que nous sachions dire et dénoncer ceux qui font profession d'attaquer le monde agricole. Moi, j'ai eu des intrusions, avec en plus un collègue député qui est rentré, France Insoumise, tout ça pour prendre des films dont le but est de discréditer des professions, mais de fait de discréditer la famille. Quand on voit les films de L214, de discréditer la famille qui est là pour rentrer chez les gens. Aujourd'hui, de fait, il ne se passe rien. Il n'y a pas de suite judiciaire de tout cela. Est-ce normal? Le propre de la responsabilité publique, c'est déjà de protéger celui qui travaille honnêtement, en respectant des règles compliquées, qui essaie face à une concurrence très redoutable. La concurrence, elle est allemande, elle est espagnole, elle est néerlandaise. Et en plus, maintenant, elle va devenir extra-européenne, puisqu'on a passé un accord absolument incroyable avec le Canada. Et non, le CETA est favorable aux filières agricoles françaises. Le Canada. Non, mais le CETA aujourd'hui, il est favorable à l'agroalimentaire française. C'est qu'on charge nos agriculteurs d'exigences sociales, d'exigences diverses, etc. Et on va multiplier les importations venant de produits qui ne respectent rien de tout ça. Il faut arrêter d'être schizophrénique. Rodolphe Marconi, qu'est-ce qu'ils ont dit du politique, votre agriculteur, Cyril? Est-ce qu'il attend encore des solutions? Est-ce qu'il regarde, par exemple, les négociations sur la politique agricole commune, sur ces enjeux-là? Je crois qu'il y a une sorte de résignation. Au moment où je suis arrivé pour le filmer, je pensais rester 3 semaines. Bon, finalement, je suis resté 4 mois. Mais le redressement judiciaire était déjà en route. Donc de toute façon, ces journées, c'était quoi? C'était d'essayer de pas tomber avant le soir, quoi, et puis de sauver les meubles. Il était plus dans cette recherche comme ça, dans cette question, en fait, plus du tout. Vous pensez qu'il va arrêter? Oui, alors, bon, je veux pas raconter le film, mais oui, c'est l'histoire d'un renoncement, finalement. Bon, on va passer, pour terminer ce débat, à cet enjeu qui se joue à Bruxelles, donc la négociation de la politique agricole commune. Les Britanniques sont partis, le budget va diminuer, c'est crucial. Et la copie, pour l'instant, sur la table des 27 ne satisfait pas la France. Écoutez Emmanuel Macron à son arrivée au sommet. Nous nous battrons pour améliorer encore la proposition qui a été faite. La proposition a permis des premières améliorations et je m'en félicite. Nous n'y sommes encore pas. Nous ne sommes pas au rendez-vous de ce que nous souhaitons pour notre politique agricole commune. Et je souhaite que les prochaines heures, les prochains jours nous permettent d'améliorer la copie. C'est indispensable pour notre souveraineté alimentaire. C'est aussi indispensable pour avoir une agriculture qui permette l'alimentation de qualité et la transition climatique que nous défendons. Sylvie Brunel, il est crucial. Il parle très bien. Il est crucial cet enjeu-là parce que aujourd'hui, les agriculteurs, certains d'entre eux, vivent à 100% du soutien de la PAC. Certains d'entre eux, pas tous. Plus de revenus de la PAC que de revenus par ailleurs. Voilà. Certaines catégories d'éleveurs ont le revenu égal à les éleveurs, absolument. Les éleveurs viande notamment, oui. Mais oui, la France se bat depuis le début. D'ailleurs, la première proposition de la Commission européenne, c'est grâce à la France qu'elle a été rejetée, parce qu'elle induisait une baisse de 18% du budget de la politique agricole commune. Donc c'était absolument inacceptable. La politique agricole commune, c'est le résultat de la volonté française qu'on a fait partager à nos amis européens. Il faut une détermination. Il faut que ce soit très fort. Mais quelles conséquences si le budget baisse? C'est 13% de baisse. Hyper politique. Et c'est pas simplement un sujet français, c'est est-ce que oui ou non on abandonne tout ça aux autres? Et quand on insiste sur les niches et toutes ces choses, on collabore un peu à cette logique de nos concurrents. C'est-à-dire, nous limiterions à de petits marchés. Qu'est-ce que vous voulez dire par les niches? Ce que j'appelle les niches, c'est le bio, c'est les circuits courts. On n'a pas le droit de se limiter à ça. Mais ça compte, il faut le faire. Ça compte et il faut le faire. Mais il faut aussi que nous soyons présents sur la production laitière, sur la production céréalière, sur la production de viande. Et il faut jamais oublier que la plupart de nos compatriotes sont des gens modestes.
Stéphane Makowski, la question de la fin. Aux niches, au bio et toutes ces choses. La France se bat depuis 2 ans et demi pour que ce budget de la PAC soit à la hauteur des ambitions de l'Europe, à savoir d'abord l'autonomie alimentaire et après la transition, mais d'abord l'autonomie alimentaire, bien sûr. Je ne veux pas remettre une pièce dans le jukebox. Hop, c'est parti. Forcément, parce qu'on est plus Je me disais Moi, juste, j'ai compris, je me suis l'appel à la solidarité européenne sur cette question importante pour tenir face aux Chinois, aux Russes, tout ça, me faisait douter, puisque vous veniez de dire juste avant qu'en fait, nos principaux concurrents étaient justement européens. Donc s'entendre avec des gens qui se font de la guerre, ça se passe au niveau du président de la République, comme ça s'est passé autrefois au niveau du général de Gaulle, de Jacques Chirac et autres. C'est une détermination, une volonté. Ce n'est pas un sujet annexe, ce n'est pas un sujet qui concerne uniquement 2% de la population française, c'est un sujet qui concerne la place de la France en Europe et la place de l'Europe dans le monde. On a besoin d'une convergence fiscale, sociale et environnementale au niveau agricole, au niveau européen, et que les agriculteurs ont besoin d'une vraie direction et de savoir où ils vont. C'est dit, Jean-Baptiste Moreau, on va suivre ce sommet européen et les annonces sans doute dans 2 jours. Merci à tous. Rodolphe Marconi, allez voir ce documentaire. Cyril, agriculteur 30 ans, des dettes du lait. Allez le voir. Merci à vous. Vous restez avec nous, Sylvie Brunel. Avec plaisir. Je suis sûre. Un petit peu plus au deuxième partie. Vous allez avoir plein de temps. La campagne américaine. C'est vous. La campagne américaine vous passionne, j'en suis sûre. On va accueillir tout de suite François Durper pour sa chronique, qui veut prendre sa place tout de suite. Et merci encore. Allez, on est en direct, on s'installe. Bonsoir François. Ça continue à débattre agriculture sur ce plateau. C'est bazar, c'est un peu comme chez les démocrates. C'est un peu, on peut le dire François. Il y en a un qui est rentré dans la course, il a pris son temps, parce qu'il ne voulait pas participer au départ à toutes les primaires. Ouais. J'ai nommé Michael Bloomberg, multimilliardaire, ancien maire de New York. Il a donc participé hier soir à son premier débat à Las Vegas. Oui, est-ce que vous savez ce qui se passe à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche? Non, c'est toute l'Amérique le sait, c'est Wilder d'un côté, Fury de l'autre, c'est le combat de boxe des poids lourds aux États-Unis. Et la nuit dernière, à quelques mètres de là, il y avait un autre combat de boxe à ma droite, donc Michael Bloomberg, l'homme qui valait 57 milliards, il en a déjà dépensé 300 millions rien que dans la campagne, même 400 millions selon certains chiffres. Et à ma gauche, toute gauche, le favori, Bernie Sanders, qui a maintenant une avance à 2 chiffres, il est à 32%, et ça donne ça. Vous savez quoi, monsieur Bloomberg? Ce n'est pas vous qui avez gagné tout cet argent. Peut-être que vos travailleurs aussi ont joué un certain rôle. Il est important que les travailleurs soient aussi en mesure de partager les bénéfices. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent tous les jours et qui ne se sentent pas bien dans leur travail. Je ne vois pas comment Donald Trump pourrait se faire réélire plus facilement qu'en écoutant cette conversation. C'est ridicule. Nous n'allons pas jeter le capitalisme. Nous avons essayé, d'autres pays ont essayé ça. Ça s'appelait le communisme et ça n'a pas marché. C'est rigolo de les voir lever la main. Vous voyez que oui, c'est comme à l'école aux États-Unis. C'est pas 50 nuances, c'est pas 2 nuances de bleu. Le bleu, c'est la couleur démocrate. Vous voyez bien qu'on est là complètement dans des univers différents. D'un côté, le plus capitaliste des capitalistes, la 9e fortune du monde, plus capitaliste que Trump, oui, en tout cas plus libéral, lui, il n'est pas dans le patriotisme économique. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qu'on qualifie de communiste, on les imagine mal voter l'un pour l'autre dans quelques semaines. Alors, les images, elles traduisent pas ce qui s'est passé. Le combat, c'était un chaos. Le chaos, c'est le chaos de Bloomberg. Il est apparu rouillé dans la presse américaine. Tout le monde lui tape dessus. Aujourd'hui, il n'a pas réussi à se défendre. Vous savez, les accusations de misogynie, les accusations de racisme. Il était vraiment pas bon du tout la nuit dernière. Alors, il pourra se consoler en se disant que il y a moins d'Américains qui ont regardé le débat que d'Américains qui regardent ces spots publicitaires. Oui. Et puis il pourra se consoler en disant qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, notamment dans l'establishment, qu'il est le seul homme à pouvoir battre Trump et surtout ses millions. Et on écoute ce qu'il va dire là-dessus. Je ne peux pas parler au nom de tous les milliardaires. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai gagné beaucoup d'argent et que je donne tout pour rendre ce pays meilleur. Et une bonne partie de cet argent va aussi au Parti démocrate. Est-ce que c'est trop? Est-ce que vous avez gagné trop d'argent? Est-ce une somme obscène? Auriez-vous dû gagner autant d'argent? Oui, j'ai travaillé très dur pour cela et je le donne.
Ça passe ou pas, ce genre de message? Alors ça passe quand même auprès de certains parce que effectivement c'est son atout. L'argent, il peut dépenser des millions de spots contre Donald Trump, et ceux qui n'aiment pas Bloomberg aiment quand même les dollars contre Donald Trump. Il faut dire qu'il est beaucoup plus riche que Trump. Il est beaucoup plus riche. Imaginez plus de 50 milliards, 57 milliards. Il a d'autres atouts, l'expérience, 12 ans maire de New York. New York, c'est l'économie de la Corée du Sud, hein, pour se faire une idée. Et puis il a surtout sa posture politique. On ne change pas une économie qui gagne. Il y a beaucoup d'Américains qui vont se dire, bon, nous, on veut bien être démocrate, mais enfin, on est au milieu de la phase de croissance économique la plus importante. Donc il n'a pas dit son dernier mot malgré l'avalanche de critiques. Non, parce qu'il est à la posture économique. Mais il y a quand même une très grosse faiblesse. C'est ce qu'a dit notamment l'un de ses opposants la nuit dernière, qui a dit, il est très bien, il pourrait vraiment gagner une primaire, mais pas la primaire démocrate, la primaire républicaine. D'ailleurs, il a été républicain à un moment. Il a commencé maire de New York, il était républicain, et là, malheureusement pour lui, beaucoup de gens, les Noirs ne votent pas pour lui, les femmes ne vont pas voter pour lui, et le fameux ouvrier blanc qu'il faut reconquérir en 2020, et ce qui va voter pour Bloomberg, on a l'impression que c'est vraiment le candidat qui va peut-être avoir des chances lors de l'élection générale, mais avant, il y a la primaire démocrate. L'élection primaire, et ça sera beaucoup plus L'homme qui n'était pas forcément dans le bon camp. Elle vous passionne, cette campagne américaine, Sylvie Brunel? Elle me passionne, et je pense que les Américains n'ont pas du tout le problème que nous avons, nous, vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire, pour eux, qu'un candidat soit riche, c'est la preuve qu'il a été brillant, qu'il a été doué. Les Américains ont le culte de l'argent. Chez nous, c'est honteux. Mais voilà, et donc ce n'est pas un handicap du tout pour lui d'être riche. Mais est-ce que ça suffit? Non, bien sûr, ça ne suffit pas. Surtout, comme on l'a vu, vous n'avez pas parlé aussi des attaques de la candidate féminine qui l'a descendu complètement. Ah oui, elle a dit un truc très simple. Elle a dit un milliardaire qui dit que les femmes sont grosses, qui dit que ce sont des lesbiennes à tête de cheval. C'est qui Donald Trump? Non, c'est Michael Bloomberg. À vous entendre, il est déjà hors course. On verra. Pas sûr, parce que de toute façon, on sait. Enfin, je pense, vous êtes d'accord avec moi, on sait que Trump va être réélu de toute façon. Vous en êtes sûr? Enfin, étant donné la bagarre, l'autodestruction en face de lui, il n'a pas au sein du camp républicain. Ce qui est sûr, c'est que c'est une boîte à idées pour Donald Trump. Oui, il suffira qu'ils disent « Regardez ce qu'a dit Sanders de Michael Bloomberg » ou « Regardez ce qu'a dit l'inverse ». Oui. C'est vrai que ça pose vraiment la question de ces primaires. On sait bien en France aussi qu'on s'interroge sur le rôle des primaires. L'efficacité des primaires. C'est-à-dire que les primaires, c'est comme une machine à détruire. Après, il faut s'unir, mais une fois qu'on a bien détruit, c'est difficile quand même. Ça, c'est impossible de remettre en cause ça aux États-Unis, les primaires. C'est la culture politique ancestrale. C'est impossible. On s'américanise et on a... C'est vrai, et on n'a pas les codes américains, c'est très difficile d'importer en France, on l'a vu, les primaires. Normalement, les primaires, c'est fait pour qu'il y ait des primaires des deux côtés. Oui. Et là, il y a une égalité. Mais quand le président est en place et que de l'autre côté, il y a une primaire, lui, il compte les coups. Et c'est pour ça que depuis 1912, il n'y a que 3 présidents qui n'ont pas été réélus. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est vous ne suivez pas, Myriam, ce week-end, le match de boxe. Oui. Pendant le match de boxe, il y aura évidemment un autre match. Ça sera dans le... Non, il y a un autre match. Il y a le samedi prochain le Nevada, donc c'est important dans le Nevada, c'est important pour Biden. Si Biden perd dans le Nevada, là on va vous annoncer la semaine prochaine, je viendrai en noir pour Biden. Et Sanders, il est en tête dans le Nevada, et je vous donne déjà le titre de la presse américaine de dimanche, si Sanders gagne, ça sera « Est-ce que Sanders peut être battu ?» Merci, on va voir ça. Merci beaucoup. François, c'était qui veut prendre sa place? Ah ben c'est François Durper. Ah, il est passionnant. Il nous fait vivre cette campagne sur LCP chaque semaine. Merci François. Allez, on va parler à présent de ce débat parlementaire, vous le savez, qui tourne au fiasco. Le mot n'est pas trop, la réforme des retraites, vous le savez, ressemble à une guerre de tranchées depuis 3 jours maintenant dans l'hémicycle. Alors avant de revenir dans le détail sur les différents points de blocage et les derniers rebondissements, regardez en images ce que ça donne dans l'hémicycle. Rappel au règlement, interruption de séance, invective. Elsa Mondingava nous a sélectionné pour les plus belles passes d'armes, si l'on peut dire, de ces dernières 24 heures. Regardez. À la place d'un débat sur la réforme des retraites, une foire d'empoigne. Vous devriez vous calmer. Oh, vous inquiétez pas, je suis très calme. Nous sommes entrés en résistance, ici aussi dans l'hémicycle. C'est pas la peine de crier. Vous imposez le monologue. Et le monologue, c'est simplement l'antichambre de la dictature.
Est-ce que vous remettez en cause la présidence? Je viens de me faire injurier publiquement, je voudrais savoir ce qui a été dit. Nous avons ici menaces, insultes, un débat indigne. Ne vociférez pas. Pas d'attaque à Dominem, ou plus exactement à Tchémina. Je ne l'ai pas nommée puisque je ne sais même pas comment elle s'appelle. L'accessoire indispensable des acteurs de l'opposition, c'est ce livre rouge et bleu, le règlement de l'Assemblée nationale, brandi comme un carton jaune pour interrompre les débats. Vous avez confondu. Sur quel fondement? Sur le fondement de l'organisation sur le fondement de l'erreur que vous venez de commettre, Monsieur le Président. Vous avez confondu l'alinéa 4 et l'alinéa 5. Et une vingtaine de suspensions de séance. La séance est donc suspendue pour 15 minutes. Comme autant d'entr'actes à un spectacle qui s'éternise. La séance est suspendue. Suspension de séance pour 5 minutes. La séance est suspendue pour 5 minutes. Et qui risque bien d'épuiser ses acteurs et ses spectateurs. Bonsoir Dominique Rousseau. Bonsoir. Et merci d'être sur LCP avec nous. Vous êtes constitutionnaliste, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne. Stéphanie Despierres, merci de m'accompagner ce soir. C'est vous qui suivez, entre autres, à la rédaction d'LCP, cette réforme des retraites et tous ces débats houleux. Je commence avec vous. On comprend dans le sujet d'Elsa Mondingava que cette guerre de tranchées, elle s'est cristallisée sur la question des amendements identiques. On l'a vu avec des divergences d'interprétation sur ce document que chaque député brandit désormais quand on est dans l'opposition surtout. Haut et fort, c'est le règlement rouge et bleu, le règlement de l'Assemblée nationale. Alors, où en est-on ce soir? Et est-ce qu'il y a encore une chance de sortir par le haut de ce débat? Eh bien écoutez, face à la bronca, Richard Ferrand a fait marche arrière. Aujourd'hui, il renonce à la règle qu'il voulait faire appliquer sur un certain type d'amendements identiques. Hier, il voulait faire tomber en série des amendements identiques déposés en différents endroits du texte. Cela aurait pu faire sauter 1 millier d'amendements communistes. Alors aujourd'hui, il a changé d'avis. Conséquence, hop, les 1184 amendements en question sont donc finalement réintroduits dans la discussion. La gauche crie victoire. Pourquoi le président de l'Assemblée a-t-il fait volte-face? Eh bien, parce qu'il craint le Conseil constitutionnel, explique la gauche, et notamment le Parti socialiste, qui a sorti ce matin toute une série d'arguments juridiques pour contrer Richard Ferrand. Si le président avait été sûr de son bon droit, il ne serait pas revenu sur cette question dès le lendemain, assure une députée de droite, Marie-Christine Dalloz. Le président de l'Assemblée, lui, explique que c'est pour ne pas donner de prétexte à l'obstruction. Ce qui se joue désormais, Myriam, pour la majorité, c'est la bataille de l'opinion, puisque la République en marche cherche à montrer aux Français que s'il n'y a pas de débat de fond, c'est à cause donc de l'opposition. Donc on a compris que ça avance extrêmement lentement, c'est une course de lenteur. Et la question au fond, c'est plus si le 49.3 va être dégainé, mais quand, franchement? Quand? Puisqu'on avance tout doucement, on est toujours à l'article 1er. Je vous rappelle qu'il y en a 65, et ce, après 4 jours de discussion. En début d'après-midi, Richard Ferrand n'a pu donc que constater l'enlisement. Le débat va très très doucement. Vitesse, nous on compte en amendements ici, 22 amendements à l'heure. Écoutez Richard Ferrand. À ce rythme, 1643 heures de séance seront nécessaires pour terminer la seule loi ordinaire, soit, si l'Assemblée siège du lundi au dimanche soir, en respectant les heures réglementaires de séance, 150 jours de séance. 150 jours, donc l'accélération, c'est pas pour maintenant, puisque la France insoumise et les communistes ont une nouvelle stratégie, ensevelir l'Assemblée avec des milliers de sous-amendements. Conclusion, il y a déjà... On parle même de centaines de milliers, c'est ça? Oui, mais le chiffre, il y a eu un petit bug sur le chiffre. On était parti dans des centaines de milliers d'amendements. On est redescendu un petit peu. Mais la conclusion, c'est qu'il y a déjà plus d'amendements qu'au début du texte lundi. La majorité parle de sabotage et elle cherche toujours la parade, mais sans succès pour le moment. Alors, vous le disiez, y aura-t-il un 49.3 ? Eh bien, il n'y a plus vraiment de doute aujourd'hui. La question, par contre, c'est plutôt quand? Maintenant? La semaine prochaine? Juste avant les municipales. Et l'autre question, c'est comment faire accepter le 49.3 à la majorité. Parce qu'en fait, une frange des députés de La République En Marche ne veut pas se faire confisquer le débat. Moi, les municipales, je m'en cogne. On a le temps qu'il faudra. Plus longtemps s'il le faut. C'est ça, une commissaire aux finances. La réforme des retraites, en fait, vous l'avez compris, est devenue une course d'endurance, mais à la vitesse de l'escargot. Excellent, je comprends tout. Dominique Rousseau, ça sert qui ce qui se passe dans l'hémicycle?
Écoutez, ce spectacle-là. Ça ne sert pas à la démocratie, en tous les cas. Ça ne sert pas à la démocratie dans la mesure où le Parlement est fait pour délibérer, le Parlement est fait pour discuter des textes, pour les modifier, les amender, à partir d'un principe constitutionnel qui est clair et qui est rappelé régulièrement par le Conseil constitutionnel. Les débats doivent être clairs et sereins. Bon, là, actuellement, ils sont ni clairs ni sereins. Donc, il n'est pas constitutionnel. Alors, ce débat, s'il n'est pas clair et serein... le risque existe. Là, ma question porte sur la constitutionnalité, au fond, de ce texte. Le risque d'une censure de la procédure actuelle engagée pour le vote de la loi sur la réforme des retraites ne me paraît pas grand. D'accord. Dans la mesure où le Conseil constitutionnel a, à plusieurs reprises, indiqué que l'usage abusif des droits d'amendement justifiait l'usage du droit de résister à cette obstruction en faisant tomber les amendements. Par exemple, alors il y a un usage, mais il y a les textes. Par exemple, le règlement permet au président de limiter le droit de parole pour des amendements à objet identique et défendus par des parlementaires appartenant au même groupe. Ouais. Bon, pour l'instant, je crois qu'il ne l'a pas encore utilisé. Non. Et le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité de limiter le temps de parole sous réserve, enfin à condition, plus exactement, à condition que cet amendement soit utilisé de manière abusive et pour ralentir les débats. Je comprends. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ce nouveau règlement de l'Assemblée nationale, qui a été adopté contre l'opposition en 2008, oui, entière, a été très, très regardé par le Conseil constitutionnel. On ne peut pas faire changer les règles du jeu comme ça entre députés à l'Assemblée sans aucun contrôle. Non, mais le Conseil constitutionnel a validé le droit pour le président de séance de limiter le temps de parole, ou de limiter même la parole d'un député si l'amendement a le même objet et s'il est défendu par les députés d'un même groupe. Oui. Donc ça, c'est constitutionnel. Et si vous voulez, là encore une fois, il y a un principe qui est celui de la clarté et de la sérénité. La chose est un peu technique. Bizarre. Est un peu bizarre. C'est-à-dire que on voit bien aujourd'hui que l'opposition veut empêcher le vote de la loi, alors qu'elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas parce qu'il y a une majorité au Parlement, soit par le 49.3, soit par un article qu'on a oublié qui est le 44, l'article 44, le vote bloqué, qui ne diminue pas le temps des débats, mais qui bloque, comme vote bloqué, qui bloque le texte sur la rédaction voulue par le gouvernement. Reste que ça ne manquerait pas de celle que Emmanuel Macron soit obligé, avec Édouard Philippe, de dégainer le 49.3. Il faut rappeler qu'il en avait été victime lui-même, alors, sur les bancs du ministère de l'économie et des finances. Je voudrais vous montrer une séquence, parce qu'on parle beaucoup de cette obstruction systématique des insoumis, qu'il assume pleinement, oui. Mais franchement... c'est pas très nouveau. Regardez ce qui se passait en 2010. C'était la précédente réforme des retraites. Elle était celle-là signée François Fillon. Je ne laisserai pas, au travers de petites manœuvres, l'obstruction qui est paralysante et dévalorisante pour notre Parlement se réinstaller. Démission! 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 Quelle honte! Honteux! Scandaleux! On n'a pas le droit d'intervenir. Je prive de parole. Le président de l'Assemblée nationale a violé le règlement, a violé les droits des députés. Pourquoi on est là? Pourquoi on débat? À quoi on sert? Est-ce que les gens dans la rue, qui étaient dans la rue hier, savent qu'ici même, le gouvernement est en train de manœuvrer? Il fait semblant de les avoir un peu écoutés et en fait, il manœuvre. Les députés sont bafoués, c'est vraiment une absence totale de respect de la démocratie. Le Parti socialiste est tout juste bon à chaque fois à critiquer en permanence. Comment vous regardez ça finalement? On a l'impression que c'est un copier-coller de ce qui se passe aujourd'hui. Alors ça me désole parce qu'il y a un divorce de plus en plus grand entre la société et ses élus. On entend aujourd'hui les Gilets jaunes, d'autres mouvements recommander une démocratie quasi participative et non plus élective. Et malheureusement, ce type de comportement accrédite dans l'opinion publique l'idée que les représentants de la nation... oui, on peut dire ça. De la nation ne font pas leur travail ou en tout cas se comportent comme des gamins dans une cour de récréation. Moi, j'ai été mariée pendant très longtemps avec un député, Éric Besson.
j'avais l'impression que son travail en circonscription était extrêmement important. C'était un travail essentiel au service de ses concitoyens, mais que quand il était à l'Assemblée, il était souvent confronté au sentiment d'un pouvoir extrêmement limité. Le droit d'amendement, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, le droit d'amendement est un droit fondamental pour chaque député. Par le groupe, mais pour chaque député. Et le droit d'obstruction aussi, d'une certaine façon. Non, chacun est dans son rôle, non ? Et non, c'est là, si vous voulez, il ne faut pas confondre le droit d'amendement et le droit l'obstruction. Je veux dire, un amendement, ça va, si j'ose dire. Deux, bonjour les dégâts. Hein. Là, il y a un abus. 40 000. Comment ? Oui, 40 000. 40 000, vous voyez dans quel état on peut se trouver à la fin. Je crois qu'il ne faut pas, justement, dénaturer. Les députés, les parlementaires ont un droit d'amendement, puisqu'ils ont perdu l'initiative des lois. Donc leur seule manière d'intervenir dans la loi, c'est de les amender. C'est ça aussi, c'est pas le signe d'une république à bout de souffle, finalement, que de faire en sorte que des députés qui veulent s'opposer en soient aussi réduits à utiliser toutes les arcanes, tous les articles de ce règlement en déposant, et parce que c'est pas non plus illégal, un maximum d'amendements, c'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir finalement. Ce qui est inconstitutionnel, c'est l'abus, c'est le détournement de procédure. Le détournement de procédure. C'est-à-dire, les amendements sont faits pour compléter, améliorer, modifier le texte. Pas pour empêcher le vote du texte. Mais là, on se trouve, si vous voulez... Donc on est dans l'entrave, pour vous. Là, on est dans l'entrave, et l'entrave porte atteinte au principe constitutionnel de la clarté, de la sérénité des débats, et il y a un détournement de procédure. Alors, il y a autre chose également qui peut expliquer, je me fais un peu l'avocat du diable, parce qu'il n'y a pas de député de l'opposition sur ce plateau, mais ce sont les délais très restreints de l'examen de ce texte, qui peut... La procédure accélérée, oui. Absolument, procédure accélérée, 2 semaines, voire 3 semaines au maximum pour examiner ce texte d'importance. Est-ce que c'est suffisant ? Le Conseil d'État lui-même a mis en garde contre une forme de précipitation. Alors là, vous touchez un autre débat qui est le rapport entre le débat parlementaire et le débat en amont. Parce que sur la réforme des retraites, il ne faut quand même pas exagérer, il y a eu un débat pendant 2 ans avec la commission de Levoy, il y a eu des rencontres avec les syndicats. Donc, sur le contenu de la réforme, il y a eu un débat, mais qui s'est passé à l'extérieur du Parlement. Et évidemment, quand la chose arrive devant le Parlement, les parlementaires se trouvent un peu frustrés dans la mesure où une bonne partie du débat a eu lieu avant. Donc ce qui est en train de se jouer là, c'est le rapport entre démocratie sociale et démocratie parlementaire. Quelle part doit-on laisser aux parlementaires dans la modification d'un texte qui a été négocié préalablement avec les organisations syndicales? Le constitutionnaliste que vous êtes comprend qu'un député puisse considérer qu'il ne peut pas avoir le dernier mot, que c'est pas normal, au fond, qu'on lui soumette un texte à trous, sans financement. Est-ce que ces arguments-là sont recevables? Après tout, c'est lui qui vote la loi. C'est lui qui vote. C'est pas nécessairement lui qui la fabrique. Beaucoup de lois sont fabriquées par l'administration, par les comités de sages, et les amendements. Vous parlez des amendements. Les amendements sont souvent, en réalité, les parlementaires sont souvent les porte-paroles d'amendements qui ont été écrits par des lobbies. Que ce soit les lobbies industriels, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les organisations de défense des droits de l'homme, les parlementaires, quand ils disent « nous défendons notre droit d'amendement », en réalité, ils défendent leur possibilité de faire passer ce qui vient des lobbies dans Donc il y a du dévoiement et il faut y être vigilant. Donc il faut regarder ça avec un peu de distance. Le mot de la fin, Sylvie Brunel. Le mot de la fin. Non, parce que... Respectons ceux qui nous nourrissent. Ça, vous voulez revenir à votre livre. Très bonne publicité. Allez, le message de ce livre, au fond, c'est réconciliez-vous avec les agriculteurs, ils nous sauveront. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Pourquoi les paysans vont sauver le monde? Rien que ça. Merci à vous d'avoir joué le jeu de cet invité fil rouge dans cette émission 1 heure en direct. Merci à vous, Dominique Rousseau, Stéphanie Despierre. Revenez quand vous voulez. C'est la fin de cette émission. Passez une très belle soirée sur LCP. À demain.